Cet après-midi, je vous raconte un bateau. Oui, un bateau qui a pris l'eau, ou plutôt qui n'a pas vraiment eu le temps de prendre la mer. Ou la véritable histoire du Vasa, le navire de guerre suédois qui n'a jamais navigué. Comment expliquer le naufrage quasi immédiat du Vasa? Combien de temps a-t-il passé sous les eaux? Quelles informations l'épave nous donne-t-elle sur les hommes et les femmes du XVIIe siècle? Nous sommes le dimanche 10 août 1628 à Stockholm. Il règne dans la petite capitale du royaume de Suède une atmosphère de fête. Et bon nombre des 10 000 habitants flânent sur les quais en goûtant la douceur de ce splendide après-midi d'été. Tous viennent assister au départ de l'un des plus beaux navires de guerre au monde, le dernier né de la flotte du roi Gustave II Adolphe, baptisé Vasa. Le Vasa, c'est un 3-mâts de 1200 tonnes aux mensurations impressionnantes. 69 mètres de long, un grand mât culminant à 52 mètres de hauteur et pas moins de 64 canons flambant neufs sortant de sabords ornés de têtes de lion. De quoi faire frémir les Allemands plongés en pleine guerre de 30 ans sur le continent. Le très luthérien Gustave II Adolphe Vasa, c'est son nom de famille, est d'ailleurs en train de se battre à Stralsund, dans le nord de l'Allemagne, contre les très catholiques Habsbourg. Il n'est pas loin de devenir le maître de la Baltique, à un détail près. Son cousin, Sigismond III, roi de Pologne-Lituanie, revendique rien de moins que le trône de Suède. Le Vasa a été construit dans le but de moucher cet impertinent. Ce dimanche après-midi, dans le port de Stockholm, tout le monde est fébrile. Les badauds, mais plus encore ceux qui ont pris place à bord de ce vaisseau baroque d'une beauté spectaculaire, orné de près de 1200 sculptures polychromes. Le beau lion d'or de la figure de proue scintille au soleil, prêt à affronter son destin. Il est 4 heures de l'après-midi lorsque Söfring Hansson, le commandant du Vasa, donne l'ordre de larguer les amarres. Le regard plongé vers la sortie de l'archipel de Stockholm, parfaitement prêt à rejoindre la flotte du roi en guerre. Les femmes et les enfants des marins et militaires ont été autorisés à embarquer jusqu'à l'escale de Vaxholm, 20 km plus loin. Comme le veut l'usage à l'époque, 2 coups de feu sont tirés pour signaler le grand départ. Partout dans le port, des bras s'agitent pour souhaiter bon voyage à l'équipage. Les marins, au teint hâlé, hissent les voiles afin de profiter de la petite brise qui souffle du sud-ouest. Mais à peine sorti du port, le navire, dont la rumeur disait qu'il était trop haut, trop chargé et trop étroit, gîte dangereusement, en proie à de perfides et soudaines rafales de vent. Puis l'eau s'engouffre brutalement par les sabords, les ouvertures destinées aux canons. Et en quelques minutes seulement, le luxueux navire suédois, la gloire du royaume, sombre devant un parterre d'ambassadeurs qui n'en croient pas leurs yeux. C'est un désastre national sans précédent. On dénombrera une 30aine de morts, mais la plupart des officiers s'en sortent in extremis. Le commandant Hansson, à peine sorti de l'eau, est lui immédiatement arrêté afin d'être interrogé. Car tout le monde se pose la même et lancinante question: comment cela est-il possible? Erreur de conception? Mauvaise manœuvre? Dès le lendemain, une commission d'enquête est ouverte. Le 11 août 1628, c'est au demi-frère du roi de Suède, l'amiral Carl Carlsson Gyllenhielm, que revient la tâche ingrate de prévenir Gustave Adolphe II, alors en guerre dans le nord de l'Allemagne, je vous l'ai dit, qui attend son navire avec impatience. Nous avons emprisonné les responsables du commandement, écrit-il la main tremblante. Le capitaine Söfring Hansson est retenu ici même, au château. Enfermé dans les geôles humides du palais des Trois Couronnes, le pauvre homme se remet à peine du naufrage dont les archives disent qu'il a été sauvé après avoir effectué un long séjour sous l'eau au grand péril de sa vie. Il le sait, l'enjeu pour lui, c'est tout simplement de sauver sa tête. Alors, lorsque la commission d'enquête dirigée par l'amiral commence à l'interroger dès le lendemain du naufrage, il se défend comme un lion. On l'accuse d'avoir été ivre, de ne pas avoir arrimé les canons, ce qui aurait déstabilisé le navire en cas de gîte. Mais il s'exclame, indigné par ces accusations. « Coupez-moi en 1000 morceaux si vous constatez que les canons n'étaient pas arrimés, et je jure devant Dieu Tout-Puissant que personne à bord n'était ivre. C'est tout simplement un petit souffle de vent qui a fait chavirer le navire.
Le vaisseau était trop instable. Tout l'équipage appuie son témoignage en chœur avec le même refrain. Aucune erreur n'a été commise à bord, et en sourdine, tout le monde se dit que c'est bien la faute du constructeur. C'est après 4 semaines d'enquête que s'ouvre le 5 septembre 1628 le procès sous la présidence du grand amiral Gyllenhill. Le demi-frère du roi est un dur à cuire qui a passé 12 ans dans les geôles polonaises, dont 6 au fer. Aucun des officiers interrogés ne s'attend à une partie de plaisir et tout le monde sent que la chasse aux coupables est ouverte. Mais tous les protagonistes se défilent avec d'excellentes raisons. Le responsable des canons ne s'occupe que des canons, celui des voiles que des voiles, et celui chargé du lest que du lest, oui. Et aucun d'entre eux n'est expert en architecture navale. L'équipage interrogé est unanime. Le navire était vraiment instable. Alors forcément, tous les regards se tournent vers le constructeur du voilier qui semble seul à même de pouvoir expliquer les causes du naufrage. Hein Jacobson, le charpentier naval, entre en scène devant le tribunal qui le cuisine comme un homard au-dessus de l'eau bouillante. On lui pose la question brûlante. Comment se fait-il que le vaisseau fût, je cite les archives, si étroit et si mal construit qu'il n'avait pas de ventre pour le porter, le faisant ainsi chavirer? Hein Jacobson n'a eu qu'un mot à dire pour éviter la mort. Ce n'est pas lui qui a commencé la construction du navire en 1625, c'est le maître hollandais Henrik Ibberdson. Et voilà qu'il repasse donc la patate chaude dans un esprit nautique à son prédécesseur qui ne peut plus répondre, car le malheureux est mort 1 an avant l'inauguration du navire, en mai 1627. Mais en effet, c'est bien Ibberdson qui a construit la coque et une grande partie du navire, oui, mais selon des directives exclusivement royales. Jacobson n'a plus qu'à enfoncer le clou. Son prédécesseur et lui-même n'ont fait que suivre les prescriptions de Sa Majesté le Roi à la lettre, tant sur le nombre de canons que sur les mensurations du navire. Personne ne peut alors leur reprocher les éventuelles erreurs de construction. Et surtout, maintenant que le navire repose par 40 mètres de fond, personne ne peut vérifier. Sa défense est donc implacable. Et lorsque les membres du tribunal lui demandent son avis sur les causes du naufrage, Jacobson répond avec gravité et un brin d'ironie. On ne sait pas, Dieu seul le sait. Le tribunal a l'impression que tous les acteurs de ce drame se défilent avec talent, mais rien ne dit qu'ils ne finissent pas tous pendus ou torturés. C'est pourtant un témoin, grâce à la providence divine, qui va sûrement sauver la tête de tous les officiers du Vasa. Il s'appelle Göran Mattsson, c'est le maître d'équipage chargé de lester le navire. On lui reproche justement de ne pas l'avoir assez lesté, argument que cet homme de caractère balaye d'un revers de la main. Il a embarqué autant de lest que la cale étroite pouvait en contenir. Puis, sans précaution oratoire, Mattsson informe les juges que l'amiral Claes Larsson Fleming, ami du roi, est venu contrôler la stabilité du navire 1 mois avant l'inauguration. À sa demande, le capitaine Søfring Hansson a fait courir plusieurs fois de suite 30 hommes d'un bord à l'autre du navire. Mais au 3e aller-retour, l'amiral Fleming, voyant le navire tanguer dangereusement, avait ordonné d'arrêter les essais en s'écriant que si on continue, le navire va chavirer. Le capitaine lui aurait alors fait part de son inquiétude et Fleming avec componction de lui répondre « Ibberdson n'en est pas à son premier bateau, vous n'avez pas à vous inquiéter ». Bien évidemment, l'amiral Fleming, haut personnage de l'État, ne sera pas inculpé, mais cela prouve que le capitaine, les officiers et le constructeur ne sont pour rien dans ce naufrage. Il suffisait d'un mot de Fleming, bien conscient du problème, lui, pour éviter le drame, et ce mot, il ne l'a pas prononcé. Le tribunal a abouti à un non-lieu et aucun des officiers présents ce 10 août 728 à bord du Vasa ne furent condamnés. Un épilogue tout à fait étonnant dans le petit royaume de Suède du roi Gustave Adolphe qui ornait l'entrée de sa capitale de 10 000 âmes avec le crâne de ses opposants exécutés à Stockholm. D'autant que le roi misait tout sur sa flotte d'une 20aine de navires, faisant de son armée l'une des plus modernes d'Europe. La perte du Vasa est une calamité nationale, ne serait-ce que du point de vue des finances publiques. La construction du navire a coûté près d'un quart des revenus annuels du royaume en bois, en cuivre et en fer, alors que les caisses étaient déjà vides avant le naufrage.
Plus de 1000 chênes ont été abattus pour sa construction, sans compter les 8000 chevilles en fer, les 10 voiles en toile de chanvre achetées et tissées en France. En tout, ce sont près de 400 employés qui ont travaillé à plein temps durant 3 longues années sur le chantier naval. Charpentiers, peintres, tanneurs, cordeliers, sculpteurs sur bois. 400 ouvriers qui ont vu leurs efforts engloutis, dont 4 ont été condamnés à mort pour mutinerie, car ils exigeaient d'être payés pour reprendre le travail. Le roi a une exigence lui aussi, mais là, elle sera honorée. Qu'on remonte le Vasa et ses quelques 1200 sculptures fastueuses qui gisent au fond de la Baltique à 42 mètres de profondeur comme des madones endormies. Qu'on remonte le Vasa sur le champ, et pour cela, il s'appuie dans un premier temps sur les dizaines d'aventuriers qui se proposent spontanément de hisser le navire hors des eaux. Des personnages hauts en couleur de toutes les nationalités intriguent pour recevoir l'autorisation officielle du roi. On voit défiler un baron écossais, un ingénieur de Riga, un capitaine français qui défendent leurs projets devant le conseil du roi. Dans son ouvrage « Vasa, le navire arraché au sable », l'historien suédois Bengt Aurelius explique, je cite, que l'art de la plongée sous-marine devint très populaire et les quémandeurs du privilège en question ne reculaient devant aucune exagération lorsqu'il s'agissait de faire état de leur adresse et de leur expérience dans le renflouage des navires de gros tonnage. Le premier à recevoir le précieux sésame est un ingénieur anglais du nom de Jan Bulmer. Il rassemble alors une flottille de bateaux et de gros tonnage au-dessus de l'épave. Ces plongeurs vont accrocher des ancres et des grappins dans les sabords de la coque engloutie. Puis les hommes vont remonter les câbles jusqu'au bateau censé ensuite virer de bord dans l'espoir d'embarquer avec eux le Vasa. Notre logique se refuse à comprendre, explique Bengt Aurelius, comment ces hommes du XVIIe siècle pouvaient sérieusement se croire en mesure de relever le Vasa. C'est effectivement un premier échec. Le roi s'impatiente et demande à son ami l'amiral Fleming, celui-là même qui n'avait jamais pensé que le navire pouvait s'envrer, de diriger les opérations de renflouage durant l'été 1628 à l'aide d'un nouvel ingénieur. Et c'est un nouvel échec. En novembre 1628, 3 mois après le naufrage, l'amiral explique au roi qu'il leur faut trouver des hommes sachant marcher sur le fond de la mer. Mais en juillet 1629, dans une nouvelle lettre au roi, il s'avoue vaincu. En ce qui concerne le Vasa, écrit-il, nous avons déployé une grande activité, mais les résultats demeurent minces. Les plus gros bateaux de la marine suédoise utilisés n'ont pas un tonnage suffisant pour supporter le poids du Vasa. Tous les câbles, les poulies et chaînes se brisent les uns après les autres. Puis il conclut « Le poids à lever est plus considérable que je ne l'aurais jamais imaginé. » L'amiral convainc le roi des difficultés insurmontables et la couronne renonce cette fois à renflouer le Vasa. Ce n'est qu'en 1664, soit 36 ans après l'inauguration et donc le naufrage, que 2 entrepreneurs experts renommés dans le renflouage et la récupération des objets précieux interviennent. Le colonel suédois Hans Albrecht von Treileben et un plongeur allemand Andreas Peckel ont l'idée de récupérer les précieux canons du Vasa afin de les revendre à prix d'or. C'est avant tout pour eux une affaire juteuse, mais surtout une véritable prouesse technique pour l'époque. Les 2 hommes vont réussir à remonter une 50aine de canons de bronze qui pesaient chacun d'entre eux entre 1 et 2 tonnes. C'est Treileben qui a introduit en Suède une cloche à plongeur qui permet à un homme de séjourner à une profondeur considérable sans danger pendant au moins une demi-heure. Il s'agit d'un engin d'1,20 m de haut dans lequel le plongeur s'engouffre, soutenu par une petite plateforme de plomb à l'intérieur de la cloche. Lorsqu'il immerge la cloche, l'air est alors repoussé dans sa partie supérieure, incapable de s'enfuir de cette cavité, permettant au plongeur, immergé jusqu'aux épaules, de respirer. Il entre ensuite en action au fond de la mer à l'aide des outils les plus perfectionnés de l'époque pour couper, attacher, tirer des canons. Après avoir récupéré puis vendu les 50 canons, les 2 abandonnent l'épave. En 1665, on oublie peu à peu le Vasa qui s'enfonce tranquillement dans le limon au fond de la baie de Stockholm pour un sommeil qui va durer plus de 300 ans avant de refaire surface. Un jour de fin d'été 1956, pas loin de l'îlot de Beckholmen, à la sortie du port de Stockholm, un canot à moteur sillonne les environs. À son bord,
l'ingénieur et archéologue suédois Anders Franzen espère retrouver l'épave du Vasa engloutie depuis maintenant 328 ans. On a oublié le lieu du naufrage depuis bien longtemps, alors il s'est replongé dans les archives du XVIIe siècle pour tenter de localiser l'endroit exact du drame. C'est Nils Hanlund, un historien suédois, qui l'a mis sur la piste de l'épave engloutie quelque part dans les eaux de Stockholm. Ce vieil érudit lui a confié quelques années plus tôt que le Vasa est un trésor infiniment plus riche que l'épave dont il s'occupe en ce moment. Franzen se décide donc à fouiller les archives et découvre qu'au cours des siècles, de nombreux marins ont pesté contre une sorte de tumulus au fond de la mer dans lequel les ancres venaient s'accrocher, obligeant les marins furieux à couper les câbles pour libérer leur bateau, mais sans jamais retrouver l'endroit exact. Après avoir passé plusieurs étés à draguer les eaux de la capitale suédoise, l'archéologue n'a remonté jusqu'à présent qu'une collection de déchets, vieux fourneaux, vélos rouillés, sapins de Noël ou cadavres de chats. Mais en cette fin d'été 1956, Franzen lance sa sonde de carottage qu'il a lui-même mise au point et remonte quelques morceaux de chêne noir en bon état qui sont pour lui de véritables trophées. Il le sait, ce sont bien des éléments du Vasa qui ont dormi durant plus de 300 ans au fond de la mer. Mais surtout, il constate que le bois n'a pas été attaqué par le taret, surnommé le termite des mers. Dans la Baltique, ce petit mollusque qui ressemble à un ver et qui dévore les navires en bois ne peut pas survivre car l'eau est trop peu salée pour lui. Alors que dans les mers plus salées, explique Franzen, il arrive à détruire les vaisseaux de chêne les plus robustes dans un laps de temps extraordinairement bref. Franzen exulte. Dans la foulée de sa découverte, il demande aux plongeurs de la marine de vérifier qu'il s'agit bien du Vasa. Dès leur première remontée, ils confirment la nouvelle qui fait rapidement le tour du monde et très vite on se demande comment remonter ce vieux navire sans l'abîmer. L'année d'après, en 1957, le plongeur suédois Per Edvin Felting prend la direction des opérations de renflouage avec l'aide des plongeurs de la marine qui effectueront près de 1000 plongées dans une eau glacée à 40 mètres de profondeur sans aucune visibilité. L'eau est si boueuse que les plongeurs tâtonnent et font des relevés systématiques de l'épave en fonction des différents relevés de position transmis par radio à la surface. Franzen établit ainsi le premier croquis du Vasa qui a été conçu sans aucun plan. À l'époque, on construisait à l'estime, en suivant un tableau de mesure propre à l'architecte qui indiquait sommairement les dimensions des principaux éléments suivant son expérience. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que de véritables calculs ont permis de faire des plans de construction plus précis et surtout plus fiables en prenant en compte notamment le centre de gravité. Les plongeurs vont ensuite creuser 6 tunnels de 24 mètres de long sous la quille du Vasa pour y faire passer les câbles d'acier destinés à soulever la coque. Cette opération est extrêmement risquée. Les plongeurs sont à plat ventre dans des tunnels exigus qu'ils creusent dans le froid et l'obscurité avec un vieux navire de 700 tonnes au-dessus de leur tête. C'est une prouesse qui n'a rien à envier à celle des plongeurs sous cloche du XVIIe siècle. Les opérations sont un véritable défi, car il s'agit d'un joyau de 333 ans désormais, et la moindre fausse manœuvre pourrait le briser. Les nombreux calculs des ingénieurs et le travail exceptionnel des plongeurs permettent le renflouage du Vasa qui émerge devant un public médusé le 24 avril 1961. Franzen, dans son ouvrage sobrement intitulé « Le Vasa », se souvient de ce moment incroyablement émouvant. Vers midi, les contours de la coque du Vasa se laissaient deviner, et bientôt on vit émerger les têtes de 2 hommes d'armes sculptés qui semblaient s'éveiller avec surprise de leur monde englouti. Puis à 14h, Franzen, qui a découvert l'épave, monte fièrement avec le plongeur Felting sur le pont désormais hors de l'eau du Fleuron du roi Gustave Adolphe. Quelques jours plus tard, le 4 mai 1961, le navire est mis en cale sèche dans le bassin Gustave V de l'îlot de Beckholmen. Paradoxalement, on l'arrose comme une otarie hors de l'eau car les spécialistes craignent qu'en séchant, le bois ne se détériore et fragilise la structure. Pendant 17 ans, on l'arrosera ensuite avec du polyéthylène glycol suivi d'un séchage lent de 9 ans. Le 6 juin 1961, le roi Gustave VI Adolphe effectue finalement sa première visite à bord de son navire le jour de la fête nationale. Il est le lointain successeur de Gustave II Adolphe qui lui n'a jamais eu l'occasion de fouler le pont de son navire. Féru d'archéologie, le roi a revêtu sa combinaison d'archéologue pour l'occasion
car des milliers d'objets attendent de retrouver leur place et de dévoiler leurs secrets. La remontée du Vasa le 24 avril 1961 est une étrange machine à voyager dans le temps, car tous les objets retrouvés à bord sont le témoignage figé de ce qui s'est passé le 10 août 1628. Dès sa découverte en 1956 dans le port de Stockholm, les plongeurs remontent le mât avant de 18 mètres de long, le gouvernail de 3 tonnes et les sculptures qui, fixées à des boulons rouillés, se sont réfugiées dans la vase dans un état de conservation exceptionnel. On remonte des panneaux décoratifs ouvragés, un gisant enveloppé dans les plis de sa cape, un grand oiseau tenant une anguille dans son bec ou encore plusieurs têtes de lion et autres ravissantes sirènes. Lorsque le navire est enfin sorti de l'eau, l'équipe d'archéologues du professeur Lundström monte à bord. Armés de leurs combinaisons de caoutchouc, casques vissés sur la tête, ils récupèrent et numérotent chaque morceau de bois, chaque objet retrouvé dans la vase encore présente dans le bateau. Ils retrouveront 6 voiles et une vingtaine de squelettes, dont un, à la chevelure encore soignée, portait une chemise, une veste, un pantalon et des chaussures de cuir en très bon état. L'eau froide et la vase auront été son meilleur linceul. Dans les semaines qui suivent, un coffre de matelot est ouvert pour la première fois depuis le 10 août 1628, comme si c'était hier. Le contenu modeste est un témoignage de la rudesse de vie des marins de l'époque. On y trouve des pièces de monnaie, une paire de chaussures, un bout de cuir, une aiguille rouillée et une pelote de fil, sans oublier l'écuelle et sa cuillère de bois. On découvre des restes de beurre qui est un peu ranci, de la viande séchée, des harengs salés, des pois secs et des barriques de bière, la boisson favorite du marin qui peut en boire jusqu'à 7 litres par jour, l'équivalent de 14 pintes. En réalité, elle remplace l'eau douce, et c'est seulement en 1628 que le roi exige qu'on les laisse boire autant de bière que nécessaire afin de leur éviter de boire de l'eau de mer qui les ferait tomber comme des mouches. Cette remontée dans le temps est une plongée spectaculaire dans le monde du début du XVIIe siècle. Un monde rude dans lequel la nourriture est infecte, rance et la discipline impitoyable. Un monde dans lequel le vol d'une seule pièce de monnaie à bord était puni de mort. Un monde dans lequel les maladies déciment les marins, mais où devait aussi régner malgré toute l'adversité une certaine joie de vivre. Le Vasa, désormais exposé et visitable au musée éponyme de Stockholm, est le navire du XVIIe siècle le mieux conservé au monde. 98% de ses pièces sont d'origine et des chercheurs du monde entier se penchent encore aujourd'hui sur cette vieille dame de 395 ans, redevenue bien malgré elle le fleuron de la Suède. Europe 1, historiquement vôtre. Charlotte Notteghem, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Vous avez tourné pendant plusieurs mois en Suède l'histoire du Vasa, qui fait partie intégrante, n'est-ce pas, de la culture populaire. Oui, ce qui était quand même une honte au départ, un si beau galion qui coule quelques minutes après son inauguration est devenu, après le renflouage, une fierté. Tous les écoliers suédois vont au moins une fois dans leur vie visiter ce musée. Gustave II Adolphe, c'est le roi le plus populaire en Suède, c'est un peu notre Louis XIV et le Vasa serait notre château de Versailles. Et après la diffusion du documentaire sur SVT, la télé publique suédoise, de nombreux Suédois ont décidé de retourner au musée pour redécouvrir l'épave sous un nouveau jour. J'ai discuté il y a quelques jours avec le directeur scientifique et il me disait que le nombre de visiteurs augmente. Donc cette épave attire toujours autant les Suédois. Le musée Vasa, où l'épave du navire est conservée, exposé depuis 1990, c'est le monument le plus visité de Suède. Vous avez rencontré les chercheurs qui y travaillent aujourd'hui. Quel est l'objectif commun aujourd'hui ? C'est de continuer de le diffuser davantage, parce que on dit aussi que l'épave s'abîme quand même à être visitée autant. Oui, alors ce qui se passe, c'est que plus personne ne peut monter à bord, comme je disais, sauf quelques scientifiques. Et ils ont mis en place un système pour avoir une température et un taux d'humidité constant. Donc ça c'est assez bien stabilisé. En revanche, la coque s'affaisse inexorablement. Et donc là, tout le défi des chercheurs actuellement, c'est de mettre une nouvelle structure à l'intérieur, dans la coque, pour éviter qu'elle se détruise. Charlotte Notteghem, je vous propose d'écouter un extrait de votre film qui sera diffusé samedi soir sur Arte,
dans lequel on entend l'archéologue Fred Hocker, directeur des recherches et de conservation du musée de Vaasa, à propos de l'épave. Lorsqu'on écrira l'histoire de l'archéologie du XXe siècle, une poignée de sites remarquables figureront dans tous les manuels. Ce sera le cas du tombeau de Toutankhamon, mais aussi du Vaasa. Parce que ce navire est énorme, spectaculaire et exceptionnellement bien conservé. En plus, c'est une mine d'informations sur le passé. Justement, Charlotte Teghem, qu'est-ce qui fait du Vaasa un trésor pour les archéologues ? C'est un trésor parce que c'est une formidable machine à remonter le temps. L'épave est extrêmement bien conservée. Alors, si ces trésors ne sont pas d'or ou d'argent, en fait, avec tout ce qu'on a retrouvé dans les coffres, on a retrouvé les chaussures, les fragments de textiles, les ossements. Et donc, tous ces objets et ces artefacts nous permettent d'en apprendre beaucoup plus sur l'époque, voilà, le début du XVIIe siècle. Mais comment les spécialistes que vous avez rencontrés pour votre enquête expliquent-ils l'état de conservation exceptionnel de ce navire qui a passé, je le rappelle quand même, 333 ans dans les eaux froides de la Baltique? Alors, il y a plusieurs facteurs. L'eau de la Baltique, comme vous le disiez, n'est pas très salée. Cette eau, elle a aussi une température stable, une faible luminosité et il n'y a pas de tarés. Donc, c'était ces petits mollusques qui attaquent le bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les éléments en bois sont extrêmement bien conservés, les 3 siècles sous l'eau ont été fatals pour le métal. Par exemple, quand on a retrouvé un marteau, en fait, il n'y a plus que le manche. Voilà, tout ce qui est fer a disparu et les boulets de canon qui faisaient 10 kilos à l'origine, aujourd'hui, ils en font plus que 2 ou 3. Le navire a été renfloué en 1961. Les images de l'opération que l'on voit dans votre film sont extrêmement impressionnantes. Ça a été un événement national. Je dirais même que c'était un événement international. Il y avait des journalistes et des télévisions du monde entier qui sont venus assister à l'événement. Le renflouage a même été retransmis en direct devant des millions de téléspectateurs qui étaient complètement fascinés par l'événement. Ce qui est le plus impressionnant, c'est parmi les objets qu'on a retrouvés, c'est ces voiles en parfait état. Des voiles d'ailleurs qui, cocorico, ont été très probablement fabriquées en Bretagne. Oui, alors dans une archive, on a retrouvé une demande du roi Gustave II Adolphe qui veut les meilleures voiles du monde et il précise les canevas français. Et à cette époque, c'est Vitré, en Bretagne, qui a quasiment le monopole avant d'être concurrencé par les Noyals de Noyal-sur-Vilaine. Et donc, il y a un chercheur suédois qui étudie les voiles et les gréements du Vaasa, qui a pris des mesures de ces voiles et des photos et qui s'est rendu à Vitré avec notre équipe. Et en comparant les marques du marchand avec les signatures qui est présente sur la voile du Vaasa, on peut vraisemblablement penser que les voiles viennent de Vitré en Bretagne. Et pour nous, comme pour les scientifiques, ça a été une sacrée découverte. Surtout que les canevas bretons, ces canevas ont quasiment entièrement disparu. Et donc, les chercheurs français ont été émus de découvrir que certaines de leurs toiles avaient survécu et se trouvaient actuellement en Suède. Mais grâce à la recherche aussi, et c'est un fait incroyable, on a pu déterminer l'origine des arbres qui ont servi à la construction du Vaasa il y a 4 siècles. C'est incroyable. Oui, alors ça, c'est grâce à la dendrochronologie. En fait, on étudie les cernes de croissance du bois et ça permet de déterminer la date et le lieu où a poussé l'arbre. La grande spécialiste de cette discipline, une Irlandaise, Aoife Daly, s'est rendue au musée et a effectué des prélèvements. Et elle s'est rendue compte que le bois qui a servi à construire le vaisseau venait de Suède, mais aussi du Danemark et de Lituanie. Et ces 2 pays étaient en guerre au moment où le Vaasa a été construit, étaient en guerre avec la Suède. Charlotte Teghem, votre enquête sur le galion fantôme vous a conduit sur les lieux du naufrage, mais également en Bretagne, à Amsterdam, à Lübeck, en Allemagne. Pour raconter l'histoire de ce navire, c'est aussi finalement parler de la guerre, parler des échanges commerciaux en Europe au XVIIe siècle. Oui. En fait, quand on pense Europe, on pense Union européenne et son traité de Rome de 57 ou à l'espace Schengen, alors qu'en fait, en 1628, à l'époque de la construction du Vaasa, les ouvriers des chantiers navals et les marchandises circulaient allègrement. La Ligue hanséatique existait déjà depuis plusieurs siècles. Et ça, c'est un aspect qui m'a surpris au cours de mes recherches, c'est de voir à quel point les échanges internationaux étaient intenses. Paradoxalement, au XVIIe siècle, la majeure partie des habitants ne dépassaient pas les 50 km autour de chez eux au cours de toute leur vie.
Et en même temps, un ouvrier spécialisé ou un architecte pouvait aller d'Amsterdam à Stockholm en fonction des demandes sur les différents chantiers. Et une toile de chanvre bretonne pouvait se retrouver sur un bateau suédois, voilà, ou les grumes qui étaient coupées en Lituanie, qui transitaient par Amsterdam pour retourner à l'Est en Suède. C'était vraiment la mondialisation avant l'heure. Mm. Aujourd'hui, les chercheurs s'attachent à redonner une histoire aux victimes du naufrage, puisque 30 personnes ont péri ce 10 août 728. On écoute à nouveau Fred Hocker, directeur des recherches et de conservation du musée de Vasa. Nous cherchons à savoir qui étaient les personnes qui ont construit ce navire, qui ont coupé ce bois et qui sont montées à bord. Obtenir des informations sur les victimes du naufrage nous permet de mieux prendre en compte la dimension humaine de cette épave et de considérer ces personnes comme des individus à part entière. Qu'est-ce que ces recherches nous apprennent sur les hommes et les femmes aussi d'ailleurs qui se trouvaient à bord du navire? Déjà qu'il y avait des hommes, mais aussi des femmes à bord. Les épouses et les enfants, comme vous disiez, ont pu monter sur le bateau le jour de l'inauguration pour accompagner le début du voyage. Et en analysant les fragments de textiles qu'on a trouvés dans l'épave, on peut savoir quels étaient les vêtements qui étaient utilisés, leur coupe. D'ailleurs, il y a certaines tenues qui ont été reproduites par des chercheuses du musée du Vasa. Il y a aussi, grâce au test ADN sur les ossements qu'on a retrouvés, on peut savoir la couleur des cheveux ou des yeux. Par exemple, les Vikings, ils ne sont pas du tout de grands blonds aux yeux bleus. Voilà, ça, les tests ADN le confirment. En analysant aussi les ossements, on a pu découvrir leurs maladies, leur alimentation. D'ailleurs, on s'est rendu compte que ceux qui étaient présents à bord lors du naufrage n'avaient pas du tout une alimentation variée. C'était essentiellement des grosses soupes de pois. Parce qu'au moment du Vasa, il y a eu une période de glaciation et les récoltes étaient très mauvaises à ce moment-là. Donc, ils avaient des carences en vitamines notamment. Voilà, ils ne devaient pas manger beaucoup de légumes. Mais il y a une chose, ce qui est incroyable, c'est qu'on a pu, grâce à l'ADN, reconstituer le visage d'un des passagers, et ce passager est une passagère. Oui, tout à fait. En fait, les chercheurs d'abord avaient fait des premières analyses ADN et pensaient que c'était un homme. D'ailleurs, en étudiant aussi le crâne et les ossements. Et récemment, avec de nouvelles techniques, en envoyant les prélèvements ADN aux États-Unis dans un laboratoire de haute technologie, on s'est rendu compte que Gustave était en fait Greta. Donc, ils ont dû refaire tout ce qu'on pouvait voir au musée du Vasa, un visage d'homme, où le plasticien avait dit « j'ai vraiment eu du mal à faire ce visage ». En fait, ils ont dû tout refaire et voilà, c'était une femme. Charlotte Oteghem, cette série documentaire en 2 parties est le fruit de 3 années de travail. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué durant ces mois d'enquête? On comprend que il y a eu beaucoup de rebondissements aussi. Oui, notamment, par exemple, se rend compte que certains hommes étaient une femme. Il y a eu... ce qui était intéressant, en fait, c'était de se rendre compte à quel point c'était une matière vivante et qu'il y avait encore beaucoup de choses À apprendre. à Ah oui. apprendre. Par exemple, on avait prévu un tournage et 15 jours avant, j'ai une scientifique qui m'appelle surexcitée en me disant on a trouvé un cheveu dans un bonnet justement de cette femme. Alors j'ai un peu du mal à me dire comment on peut encore découvrir des cheveux et des bonnets en 2023. En fait, il y a tellement une chose à étudier. On s'est d'abord concentré sur le bois, le bateau, sur les gréements, sur les canons. Il y a 5600 fragments de textiles. Et donc là, on en est vraiment encore au début. Donc les chercheuses font encore régulièrement de nouvelles découvertes. Là, au microscope, ils se sont rendus compte que le bonnet était rouge, la couleur des cheveux, elle avait les cheveux châtains. Pendant notre tournage également, des chercheurs, des plongeurs, des archéologues ont découvert Epleut, qui est le sister ship, le vaisseau jumeau du Vasa, ce qui nous permet aussi d'en savoir plus sur les raisons du naufrage. En analysant le bateau qui a été construit après, on peut essayer d'encore plus comprendre pour ce qu'ils ont changé entre les 2 bateaux. Et ça, c'est assez incroyable de se dire que Epleut, qui était dans la rade de Stockholm, à quelques kilomètres des côtes, a seulement été découvert en 2022, alors qu'on savait plus ou moins où il avait été torpillé. Mais en même temps, il y a plus de 10 000 épaves dans la Baltique. Donc, Oui. Ça a été un défi pour vous de tourner en suédois, non? oui, alors... L'anglais aide quand même. En fait, comme c'était coproduit avec la SVT, tous les intervenants, même s'ils sont parfaitement anglophones, ont répondu à mes questions en suédois. Donc j'ai fini par comprendre quelques mots dans le champ lexical des épaves et du XVIIe siècle. Par exemple, siècle se dit toilet.
Ah. Voilà. Le Vasa n'a pas encore livré tous ses secrets. Quels sont les mystères qui demeurent et les nouveaux défis qui attendent les chercheurs? Eh bien, ce que je vous disais un peu au début, le défi primordial, c'est vraiment la structure. On ne sait pas si le Vasa est éternel, donc vraiment le défi aujourd'hui des scientifiques, c'est de le faire durer le plus longtemps possible. Hmm. Mais on est bien d'accord sur les raisons pour lesquelles il a sombré. C'est qu'il était mal conçu. C'était vraiment un problème de stabilité. Au niveau de la large, il n'était pas assez large, voilà, c'était mal Trop, conçu. plus haut que large et donc il ne pouvait pas Voilà, tenir. problème de ligne de flottaison et donc on ne pouvait pas mettre plus de ballast, sinon clairement l'eau rentrait par les panneaux de sabord, mais du coup il n'était pas assez Hmm. bien équilibré. Très bien, merci beaucoup Charlotte Notteghem de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre.